Bonjour et bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et nous recevons Dave Lambert. Si vous êtes un abonné de nos émissions et que vous nous écoutez depuis 5 ans maintenant, vous savez que Dave est un invité régulier, mais c'est la première fois que nous le recevons en direct. D'habitude, il se trouve de l'autre côté de l'Atlantique et nous le rejoignons en virtuel via Webex, mais c'est vraiment formidable de vous recevoir ici à Toronto. Oui, c'est formidable, comme vous dites. C'est toujours plus agréable de le faire en face à face, l'énergie est là, c'est toujours plus difficile par Webex. Oui, et nous sommes ici dans les fabuleux studios de À télécharger. On vient de l'aménager. Ma femme et mes enfants ont tout fait pendant le week-end. C'est toute une installation. C'est ici que nous ferons l'émission à partir de maintenant. Je suis content d'être le premier invité. Pour dire vrai, il s'agit de la salle de réception privée de mon patron. Il m'a laissé aujourd'hui. On verra s'il me laissera entrer les prochaines fois. Dave, vous représentez l'Europe et le Royaume-Uni. Au fait, quel est votre titre officiel en ce moment? Je vais le prendre en note. Je suis premier gestionnaire de portefeuille et responsable des actions européennes. Responsable des actions européennes, et cela inclut le Royaume-Uni. Ce qui est intéressant à ce stade de l'année civile, ou en tout cas depuis l'annonce des droits de douane à la fin janvier, les marchés européens se sont bien comportés sur le plan mondial. Pas vrai? Oui, tout à fait. Depuis le début de l'année, on constate que les marchés européens sont en avance. Les marchés émergents ont toujours été solides également, mais en fait, c'est le marché mondial hors États-Unis qui s'est beaucoup mieux comporté. Mais c'est inhabituel. Nous n'avons jamais vu cela. Entre la mi-2022 et la fin 2023, les marchés internationaux ont commencé à se redresser, en Europe en particulier. C'est ce que nous voyons. Je pense que nous avons gagné près de 28% par rapport aux États-Unis depuis la fin de l'année dernière. Il est agréable de voir les marchés internationaux montrer la voie. Cela signifie qu'il y a plus de questions, plus de gens qui viennent nous voir, qui cherchent peut-être à se diversifier et à s'éloigner du commerce à sens unique aux États-Unis depuis la crise financière. Les marchés européens ont été solides, en partie grâce aux bénéfices, mais en grande partie parce qu'ils sont partis de valorisation basse et qu'ils ont utilisé cette base de valorisation basse, d'une part pour amortir les éventuelles baisses et d'autre part pour commencer à réévaluer doucement les valorisations. C'est ce qui conduit à la surperformance. On l'a dit souvent sur ce plateau, nous aimons acheter des produits lorsque les valorisations sont faibles. Tout comme on fait du shopping, on aime acheter quand il y a des soldes. Plus les soldes sont importants, mieux c'est. Mais ce que les valorisations ne font pas avec les actions, c'est de vous fournir un mécanisme de synchronisation. Les choses peuvent rester sous-valorisées ou survalorisées pendant un certain temps, et il faut alors un élément déclencheur pour que ces valorisations changent. Soit dit en passant, nous aimerions que vous vous abonniez. Abonnez-vous sur YouTube et cette vidéo y est diffusée. Vous pouvez le faire sur tous les sites où vous nous écoutez. Nous aimerions que vous soyez un auditeur régulier de À télécharger. C'est l'une des balados qui connaît la plus forte croissance, Dave, le saviez-vous? Non, je l'ignorais. Vous auriez refusé l'invitation si vous l'aviez su. La pression est forte. Cette idée dont nous avons souvent parlé, à savoir que les États-Unis allaient dans une direction, le reste du monde dans l'autre, et que cela aboutit à un écart important. Qu'il s'agisse de l'Europe, du Canada, des marchés émergents ou, comme vous l'avez dit, de toute action mondiale hors États-Unis, à un moment donné, les gens vont commencer à envisager d'autres options. L'élément déclencheur a été, je suppose, les annonces concernant les droits de douane aux États-Unis. Mais vous le dites, la dernière fois que nous nous sommes vus à Londres, il y a quelques mois, une annonce a été faite par l'Allemagne. Alors, quel est l'élément déclencheur sur quoi vous accordez le plus de poids? Les tarifs douaniers ou simplement l'annonce que vient de faire l'Allemagne? Oui, je pense que les droits de douane font beaucoup de bruit. Nous ne savons pas comment ils vont se manifester. Nous avons une rhétorique de 90 jours. Cela pourrait en prendre encore 90. Nous n'en savons rien.
On ne peut pas vraiment planifier. C'est un problème pour les entreprises car elles ne peuvent pas le prévoir. Mais ce qui a changé depuis notre dernière conversation, c'est l'annonce faite par l'Allemagne à la mi-mars, une énorme relance budgétaire. L'Allemagne s'était imposé une pause fiscale pendant une longue période qui lui avait permis de contrôler son déficit, mais cela n'avait pas entraîné beaucoup de croissance ni de dépenses supplémentaires. Qu'en est-il aujourd'hui? Ils ont envisagé des dépenses d'un demi-billion pour les infrastructures et de 400 milliards pour la défense. En outre, le reste de l'Europe a déclaré qu'il allait également se réarmer. Une partie des dépenses de défense n'est pas prise en compte avec ces règles fiscales. En fait, ils ont la voie libre pour dépenser dans la défense. Mais en fin de compte, on est passé d'une période où il n'y avait pas de dépenses à une période où il y a une énorme stimulation des dépenses. J'ai vu des chiffres qui indiquent que les dépenses d'infrastructure pourraient à elles seules ajouter 50 points de base par an au PIB, ce qui est significatif car nous avons observé des économies en Europe dont la croissance se situait entre 0 et 1 ce qui est plutôt modeste. Mais si tout d'un coup la croissance atteint 1 ou 2 voire 2 et plus, si toutes ces choses se produisent, il se peut que l'on assiste à l'émission d'une dette supranationale ou à l'utilisation de la dette, ce qui serait très important pour l'Europe. Je ne m'attends pas à ce que cela se produise de sitôt, mais je pense que le plus important est le changement d'état d'esprit. C'est le moment où, comme on dit, le phénix sort des flammes. Ce changement de mentalité sera plus favorable à la croissance et ce multiplicateur fiscal pourrait commencer à prendre effet si les économies nationales se portent beaucoup mieux, les dépenses d'infrastructure, les dépenses de défense, etc. Depuis longtemps, depuis que j'investis sur les marchés européens, pour obtenir des rendements plus élevés, de meilleurs profits de croissance des entreprises, il faut se tourner vers les entreprises internationales, les marchés émergents ou les États-Unis, et l'Europe a toujours été un peu à la traîne. Si cela change, alors c'est une bonne chose pour toutes ces entreprises européennes. Elles sont internationales, mais en fait, pour les franchises nationales comme les télécommunications, les banques, les services publics, d'autres secteurs également, tout d'un coup, le profil de croissance s'accélère. Lorsque vous avez plus de croissance, vous obtenez un mode opératoire de sorte que les rendements et les marges commencent à augmenter également. Nous voyons ce double avantage. Je ne pense pas que le marché, sur la base des valorisations actuelles, y accorde encore du crédit, mais c'est normal, parce qu'il est évident que ces dépenses prennent du temps à se manifester. Nous n'envisagerons rien avant l'année prochaine ou plus tôt. Mais il s'agit d'un phénomène à moyen et long terme qui, à mon avis, pourrait vraiment modifier structurellement la croissance du PIB à long terme et la croissance potentielle des bénéfices pour l'Europe. Si l'on compare la situation à celle des États-Unis, lorsque vous avez parlé de l'écart entre les bénéfices et la supériorité, vous l'avez constaté dans le capital américain avec les reclassements, nous avons vu les deux phénomènes. Peut-être que les bénéfices n'augmentent pas aussi vite, mais ils augmentent de manière similaire en Europe par rapport aux États-Unis. En conséquence, ces notations commencent à converger. Je ne pense pas qu'elles doivent nécessairement converger complètement, car les États-Unis ont d'énormes entreprises mondiales qui dominent et offrent des rendements très élevés, mais en fin de compte, je pense que la configuration de l'Europe, ses valorisations et le potentiel d'amélioration de la croissance sont très intéressants. C'est quelque chose que nous n'avons pas vu depuis longtemps. Les investisseurs comme moi, de même que les investisseurs canadiens ou de partout dans le monde, considèrent l'Europe comme un endroit très agréable pour passer ses vacances d'été. Personnellement, je préfère les demi-saisons en septembre ou en octobre, mais ce n'est pas un endroit auquel on pense sur le plan économique. Il s'agit de vieilles économies stagnantes. L'Europe de l'Est, qui s'intègre dans l'Union européenne, accuse un retard au niveau des infrastructures. Il y a toutes sortes de problèmes dans ces pays. Ce n'est pas nécessairement l'endroit où l'on pense investir par rapport aux États-Unis ou même au Canada. Comme vous l'avez dit, il faut encore attendre un peu. Mais êtes-vous confiant dans le fait qu'il s'agit d'un pas en avant et que les gens devraient penser à contempler ces opportunités qui se présentent maintenant? Oui, je pense que c'est vraiment quelque chose de nouveau. On devrait en tenir compte. Du point de vue de la répartition d'actifs, on ne peut pas laisser l'Europe de côté si tout cela se produit. Nous y avons pensé. Je regardais quelques graphiques ce matin et je pense que nous en avons parlé la dernière fois. Nous avons examiné la croissance de l'économie allemande jusqu'en 2023 et 2024, qui était négative, puis plate, mais le DAX, lui, a augmenté de 17% et de 20%. Il a surperformé au cours des 5 dernières années par rapport au S&P en monnaie commune. Si l'on prend les chiffres sur 5 ans à partir d'aujourd'hui, le DAX a surpassé le SCP
Au début de l'année 2021, sa performance était supérieure à celle du S&P. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'une croissance économique. Il suffit d'investir dans des entreprises qui peuvent tirer parti de cette croissance. Nous avons beaucoup de grandes entreprises en Europe qui peuvent le faire, mais je pense que ce vivier d'entreprises capables de tirer parti de la croissance s'élargit à mesure que l'Europe se dote de mesures de relance. L'ensemble des opportunités s'en trouve élargi et par conséquent, l'Europe devient globalement un lieu plus attrayant pour les investisseurs. Comme vous l'avez dit, il ne s'agit pas seulement des entreprises qui réalisent une grande partie de leurs activités en dehors de l'Europe, aux États-Unis, en Asie par exemple. Désormais, vous pouvez vous intéresser aux entreprises qui réalisent le plus gros de leur chiffre d'affaires en Europe. Et les banques, comme vous l'avez mentionné, vous intéressent beaucoup. Oui, c'est exact. Je vois que c'est l'enfant modèle. En fait, l'environnement réglementaire difficile les a plutôt bien servis pendant les périodes de crise, comme après la crise financière mondiale, un minimum de croissance des prêts, ce dont elles ont besoin. L'environnement tarifaire est bon, le bilan est solide. Tout d'un coup, avec des valorisations sur la base d'une fois le livre ou 7 à 8 fois les bénéfices, elles paraissent très attrayantes par rapport à ce qu'elles étaient avant la crise financière, je ne dirais jamais qu'elles vont combler cet écart, mais elles sont extrêmement accessibles par rapport aux banques américaines. Je pense que les banques en particulier sont vraiment intéressantes. En fait, on parle des banks and tanks. Les banques et les chars d'assaut sont vraiment intéressants en Europe en ce moment. Les dépenses de défense, comme je l'ai dit plus tôt, les dépenses d'infrastructure et les dépenses de défense sont les deux domaines qui me semblent les plus intéressants. Bien que nous ayons assisté à un redressement dans des domaines tels que la défense, à juste titre, le profil de croissance de ces dépenses est complètement différent de ce qu'il était au cours des 30 ou 40 dernières années. Il s'agit de deux secteurs très intéressants du marché, mais les banques en particulier n'ont pas été revalorisées. Elles sont encore basses et elles paient des rendements très élevés. Elles rachètent des actions. Il y a donc là une véritable part totale de rendement. Pour que l'auditoire comprenne bien, quand on parle de la crise financière mondiale, on parle de 2007, 2008 et 2009, et bon nombre de ces banques sont encore en dessous de leur prix de l'époque. Il ne s'agit pas seulement d'une décennie perdue, mais presque de 2 décennies perdues pour certaines de ces institutions. Et comme vous l'avez dit, le régime réglementaire a changé, elles se sont recapitalisées, sont désormais dans une position plus solide, elles commencent à être attractives. Nous parlions hier avec Stu Cadwell de la courbe de rendement plus raide qui accompagne la croissance et de la baisse des taux à court terme qui est très attrayante pour les banques en Amérique du Nord. C'est aussi vrai pour l'Europe. Absolument. Il est intéressant de voir comment les périodes de crise se manifestent, comment les entreprises se reconstruisent et se réparent. L'Europe du Sud est un très bon exemple à cet égard. Il suffit de penser à la Grèce qui techniquement ne fait pas partie de notre univers parce qu'il s'agit d'un marché émergent. Elle redeviendra sans doute bientôt un marché développé. Mais les banques grecques, italiennes et espagnoles ont vraiment pris le virage. Si vous regardez les rendements des pays eux-mêmes sur le 10 ans, les Grecs peuvent emprunter à moindre coût que les Américains. Si l'on revient en arrière il y a 15 ou 16 ans, cela paraîtrait insensé compte tenu de la crise financière que nous avons traversée. Mais c'est ce qui se passe en période de crise. Il faut beaucoup de temps pour que le système se mette en place, mais en fin de compte, les choses s'arrangent et les gens s'en sortent. Pour nous, c'est un terrain solide avec des valorisations basses pour déployer des actifs. En Europe, les valeurs financières représentent 25 à 26 de l'indice. Elles comptent, elles sont importantes. En dehors de ça, les banques représentent environ la moitié de l'indice et vous avez des valeurs financières diversifiées. Je ne sais pas s'il s'agit d'assurances, mais elles sont importantes pour que l'Europe continue à être performante. Je compare toujours le secteur bancaire européen au secteur technologique américain parce que ce sont les deux secteurs dominants, et c'est toujours le cas. Mais au final, c'est une bonne chose pour nous. C'est ce qu'il faut penser d'un point de vue relatif. Les banques sont toujours en très bonne position. Vous avez parlé de banques et de chars d'assaut. Si vous pensez aux dépenses militaires que l'Allemagne a déjà annoncées et qui sont susceptibles de proliférer dans toute l'Europe,
ainsi qu'au Canada d'ailleurs, sous la pression des États-Unis, y a-t-il des entreprises en Europe qui vont en bénéficier? Ou bien traditionnellement, n'est-ce pas plutôt les fournisseurs américains qui ont bénéficié des dépenses effectuées en Europe et dans d'autres parties du monde? Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Cela a à voir avec les droits de douane? Les droits de douane, dans une certaine mesure, c'est sûr, mais les pays se rendent compte qu'ils doivent être autosuffisants, que ce soit dans une perspective européenne ou même nationale. Les Espagnols vont se tourner vers un entrepreneur espagnol, les Allemands vers un entrepreneur allemand. En fin de compte, cela restera au sein de l'Europe et le Royaume-Uni en fait partie. Mais je pense que la prise de conscience et ce qui s'est passé ces dernières années ont vraiment mis en évidence la nécessité d'être autosuffisant et de pouvoir se réarmer dans une mesure appropriée pour pouvoir prévenir les conflits à l'avenir. Il s'agit donc d'une question nationale et de nombreux projets européens commencent à voir le jour en Norvège, par exemple. Il y en a beaucoup en Allemagne, en France et au Royaume-Uni aussi. En Italie et en Espagne, dans tous les pays, en fait, il y a un angle d'attaque pour jouer la carte de la défense. L'infrastructure est un élément important. J'imagine qu'il y a des possibilités de ce côté. Les infrastructures offrent d'énormes possibilités. Là encore, les dépenses sont insuffisantes. Nous parlons d'infrastructures ferroviaires, d'infrastructures électriques. C'est très important du point de vue des services publics. Il y a quelques semaines, l'Espagne et le Portugal ont été plongés dans l'obscurité, ce qui montre à quel point ces infrastructures sont essentielles. Ce réseau de fournisseurs qui s'étale sur l'Espagne a connu un grand succès avec une énergie renouvelable, mais la fragilité de ce réseau tient au fait que le soleil brille dans tout le pays. Tout d'un coup, la dynamique de l'approvisionnement change complètement. Vous avez besoin d'un réseau qui doit être capable de faire face à cela. Par conséquent, il faut pouvoir rémunérer les entreprises qui peuvent construire ces réseaux et les entretenir. Là encore, je pense que du point de vue de l'infrastructure, c'est d'une importance vitale. Ensuite, tout ça s'imbrique et l'on espère obtenir ce multiplicateur fiscal qui améliore la productivité et d'autres aspects de l'industrie. Je brosse un tableau plutôt rose, j'en conviens, et au cours des 15 dernières années, j'aurais pu déjà évoquer les faibles valorisations et ces entreprises mondiales, mais il semble que les choses changent. Il y a toujours des éléments politiques qui peuvent perturber cette évolution au sein de l'Europe, mais en fin de compte, on a l'impression qu'il y a une nouvelle façon de penser et une nouvelle façon d'aller de l'avant qui pourrait être très favorable. Oui, je pense vraiment que cela permet aux gens de s'éloigner des extrêmes. Je passe beaucoup de temps à voyager et à parler à des conseillers, des clients, des investisseurs à travers le Canada. Et comme je l'ai relaté plusieurs fois à cette émission, il y a 8 mois, les gens me demandaient pourquoi investir ailleurs qu'aux États-Unis. C'est là que tout se passe, comme vous l'avez dit. Ces grands Goliaths de la technologie et beaucoup d'autres grandes entreprises, le dollar américain est fort. Alors pourquoi irais-je ailleurs? Aujourd'hui, quelques mois plus tard, on peut voir pourquoi. Il a suffi d'un élément déclencheur pour que les investisseurs du monde entier commencent à orienter les capitaux dans une direction différente et nouvelle. Un peu de faiblesse de la monnaie américaine, et tout d'un coup, cette opportunité commence à se manifester. Et ce qui m'a enthousiasmé en vous parlant aujourd'hui, c'est que ces opportunités vont se trouver dans ces différents domaines, mais qu'il y a en fait des entreprises qui peuvent en tirer parti. C'est un peu ce que vous dites. Oui, tout à fait, vous avez mis le doigt dessus. Plusieurs entreprises en Europe qui peuvent tirer parti de la situation, mais qui peuvent aussi tirer parti des changements qui se produisent ailleurs dans le monde. Nous pourrions revenir 3 mois en arrière et nous n'aurions pas nécessairement vu ce qui allait se passer en Allemagne. Nous aurions pu en parler pendant un certain temps. Ce déclencheur, on ne peut jamais le localiser avec précision. Par conséquent, en tant qu'investisseur, nous parlons de diversification. Pourquoi n'investirais-je jamais ou ne déplacerais-je pas hors des États-Unis, comme vous l'avez dit? Mais en fin de compte, on ne sait jamais quand cela va se produire. L'essentiel en tant qu'investisseur est d'être diversifié
Vous devez avoir la capacité de changer d'actif. En conséquence, cela signifie que vous devez toujours avoir, à mon avis, une certaine exposition à toutes ces catégories d'actifs et être en mesure de les augmenter ou de les diminuer parce que vous ne savez jamais quand ces catalyseurs vont se manifester. Le marché non plus, c'est pour cela que l'on assiste à des mouvements de grande ampleur. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, le mouvement que nous avons observé sur le DAX cette année signifie que sur une période de 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, le DAX a commencé à dépasser le SCP. Nous n'avons donc rien vu venir, mais il fallait être là. Oui, et nous ne suggérons en aucun cas de réduire vos avoirs américains à zéro, mais l'idée est d'en avoir un peu partout. Et comme vous l'avez dit, ce qui est vraiment important dans la diversification et dans le fait d'avoir un portefeuille diversifié, c'est l'idée d'augmenter et de diminuer. Il se peut que je veuille surpondérer ou sous-pondérer tel ou tel secteur. Pendant un certain nombre d'années, nous n'étions pas à 100% aux États-Unis, mais nous pouvions être surpondérés aux États-Unis et sous-pondérés en Europe. Et comme nous avons vu les choses évoluer au cours des derniers mois, le moment est peut-être venu de surpondérer un peu l'Europe et de réduire le poids des États-Unis. C'est ce que je ressens, étant donné la trajectoire des bénéfices, comme je l'ai dit plus tôt, avec l'Europe, qui pourrait rattraper son retard en termes de taux de croissance des bénéfices, mais qui commence à un niveau de court bénéfice beaucoup plus bas, de 13 ou 14 fois par rapport à 18, 19 ou 20 fois aux États-Unis. On se dit alors que l'on paie pour une croissance similaire des bénéfices sur des entreprises dont le rendement est peut-être inférieur, mais qu'en fait on paie 7 fois, 8 fois plus ces entreprises aux États-Unis. Il y a des entreprises phénoménales aux États-Unis et les États-Unis dans l'ensemble auront toujours un rendement plus élevé que l'Europe et le reste du monde du point de vue de la rentabilité du capital investi. C'est pourquoi ils doivent être mieux valorisés à mon avis. Mais en fin de compte, c'est une question d'écart. L'écart ne devrait probablement pas être si grand. C'est ce que nous pensons en ce moment et c'est ce dont nous parlons dans toutes les réunions que nous tenons pendant que je suis ici cette semaine. Techniquement, le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'Europe, mais constatez-vous la même dynamique dans ce pays où le Royaume-Uni se trouve-t-il dans une situation à part en termes d'économie et d'entreprise opérant en Europe? Du point de vue de l'économie, le Royaume-Uni connaît une croissance légèrement supérieure à celle du reste de l'Europe. Donc, si l'on regarde sous le capot, on constate que les entreprises nationales réalisent d'assez bonnes performances. Mais il s'agit davantage du FTSE 250 dans le domaine des petites et moyennes capitalisations. Si l'on considère le FTSE lui-même, on y trouve beaucoup de grandes entreprises internationales, pas nécessairement britanniques d'ailleurs. C'est ce que nous constatons dans le secteur des entreprises à moyenne capitalisation. Mais dans la catégorie des grandes capitalisations, nous avons notre grande banque qui se porte très bien en ce moment. Il y a beaucoup de pétrole qui ne se porte pas évidemment aussi bien compte tenu de l'évolution des prix de l'énergie. Le Royaume-Uni se porte mieux, je pense, sur le plan national, mais la composition du FTSE est toujours légèrement différente. C'est différent au Royaume-Uni. Il est certain que l'économie et le marché sont deux choses très différentes. J'ai abordé la question de l'énergie dont nous n'avons pas vraiment parlé. Un autre point positif pour l'Europe qui a été un frein pendant une longue période est évidemment la dépendance à l'égard de l'énergie et de l'importation d'énergie. Il est évident que la baisse des coûts de l'énergie, comme nous le constatons maintenant, est un grand stimulant. Cela favorise l'inflation, ce qui signifie que la BCE dispose probablement d'une plus grande marge de manœuvre pour réduire davantage les taux et se montrer plus agressive. Mais du point de vue des coûts pour une entreprise moyenne, et en particulier dans les centres industriels en Allemagne, il y a des améliorations de coûts qui se produisent, ce qui améliore en fin de compte la situation. Nous avons potentiellement une croissance ou une normalisation de l'amélioration des coûts qui est progressivement positive. C'est un autre aspect qui me rend beaucoup plus optimiste quant aux perspectives à moyen terme pour l'Europe dans son ensemble. Oui, vous en aurez un peu plus pour votre argent, c'est certain. Vous allez augmenter les dépenses publiques, vous allez les dépenser dans des domaines particuliers où l'énergie représente une part importante du coût de ce que vous faites. Il est tout à fait logique que les coûts de l'énergie diminuent, ce qui sera utile. Ensuite, sur le front de l'inflation, comme vous l'avez dit, ce qui va aider les banques, c'est la baisse des taux d'intérêt à court terme. C'est une combinaison intéressante. Je pense que je vais charger le camion, ou plutôt le bateau, et transporter tout mon argent là-bas. Mais alors, quels sont les inconvénients potentiels? Quels sont les risques? Il est déjà arrivé que nous voyions une étincelle en Europe et puis cela a tout de même traîné par après. Quel serait l'élément qui vous préoccupe le plus?
Il y aura toujours le bruit géopolitique, évidemment, et c'est ce que nous voyons de toute façon, mais aussi du bruit politique interne. Comme je le disais avant de prendre l'antenne hier matin, je me suis réveillé et le vote pour élire le chancelier allemand n'était pas passé, alors qu'il s'agit normalement d'une formalité. 3 heures plus tard, c'était fait. C'est toujours comme ça en Europe, mais il y a toujours du bruit et des gros titres, ce qui décourage les gens de l'autre côté de l'Atlantique en particulier. On se demande pourquoi on voudrait s'impliquer là-dedans. Il y a eu un nouveau gouvernement italien une fois par an depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui se passe. L'extrême droite gagne des voix en Allemagne. Tout cela est préoccupant. Mais en fin de compte, si ces dépenses nationales sont réalisées, c'est là que ça va se passer. Nous investissons dans des entreprises qui peuvent tirer parti de la situation, que ce soit au niveau national ou international. Nous allons profiter d'une croissance supérieure et de rendements supérieurs. Nous essayons de faire la part des choses. Au fil des ans, j'ai toujours montré des graphiques sur les marchés européens qui ont progressé de plus de 8% en termes de croissance composée depuis les années 90. Vous voyez ces dates dans le temps, la crise de la dette, la crise des migrants, la crise financière. En fin de compte, cela ne fait pas dérailler à long terme ce que vous considérez comme une terrible part de rendement. Je pense que c'est ce que les gens craignent le plus et c'est ce qui a toujours découragé les gens à propos de l'Europe parce qu'ils savent qu'ils auront ces problèmes. Mais cela fait partie du cours des choses. Mais notre travail en tant qu'investisseur est de faire la part des choses, comme nous le faisons toujours, et de regarder ce qui a vraiment un impact sur les entreprises. Pas nécessairement la crise des migrants ou dans certains cas l'énergie. Ce n'est pas nécessairement les droits de douane non plus. Nous pensons que l'exposition aux tarifs est relativement faible pour la majorité de l'Europe. Il s'agit donc de faire la part des choses et de s'en tenir aux éléments essentiels qui permettent aux actions de générer des bénéfices au fil du temps. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes Canadien et que vous envisagez d'investir en Europe, vous constatez que le fonctionnement de l'Europe est vraiment différent des autres pays. Mais ce qu'il faut comprendre, et la valeur que vous apportez en tant qu'investisseur professionnel, c'est que vous travaillez avec ces entreprises et que vous connaissez celles qui savent comment fonctionner dans ce système. C'est la clé. Les Européens peuvent regarder le Canada et se demander comment ce système bancaire peut fonctionner, comment cet autre secteur peut fonctionner. Mais les entreprises d'ici, celles qui réussissent vraiment, savent comment relever non seulement les défis du gouvernement, mais aussi tous les défis qui se présentent à elles. Ces entreprises, leur direction, leur gestion en font la preuve, en étant capables de négocier les choses mieux que leurs concurrents. Et c'est là qu'il faut investir. Oui, tout à fait. C'est pourquoi il est important de s'engager auprès des entreprises, de comprendre la stratégie, l'allocation des capitaux, la perspective de l'entreprise, comment elle réagit, comment elle pense à ces choses, l'énergie, les tensions géopolitiques. Il s'agit ensuite de gagner leur confiance pour s'assurer qu'elles peuvent piloter le navire. L'Europe est toujours un bon exemple. Il existe de nombreuses entreprises qui existent depuis des centaines d'années et dont nous avons déjà parlé. Elles ont gardé leurs portes ouvertes pendant les deux grandes guerres et toutes les difficultés que nous avons connues au cours des 200 dernières années. Elles ont continué à fonctionner avec succès et à se développer. L'Europe a de l'expérience. Mais vous avez tout à fait raison. Ces entreprises peuvent le faire, mais il s'agit pour nous de nous sentir à l'aise avec ces équipes de gestion et ces entreprises qui sont aptes à le faire. Et ces équipes sont nombreuses en Europe. Et c'est une grande partie de ce que vous faites. Nous parlons à d'autres gestionnaires de placement, mais je sais que c'est en grande partie ce que vous faites avec votre équipe pour vous assurer que vous sortez et parlez aux équipes de gestion pour vraiment comprendre comment elles réagissent à tous ces changements qui semblent être plus rapides que jamais. Tout à fait. Il faut comprendre comment ils envisagent les choses, leur demander des comptes s'ils agissent différemment, c'est important. Ce n'est pas notre argent qui est investi dans leur entreprise, c'est l'argent de nos investisseurs. Nous voulons nous assurer qu'il est bien géré. C'est exactement ce que nous faisons. Nous vérifions chaque série de résultats qui sortent. Que dit l'entreprise? Cela a-t-il changé? Qu'est-ce qu'elle nous dit? La dernière fois que nous nous sommes parlé dans une salle et comme celle-ci, autour d'une table pour en parler, c'est exactement ce que nous faisons. Il s'agit de comprendre ce qui stimule les rendements et la croissance des actifs d'une entreprise.
En effet, c'est grâce au rendement et à la croissance des actifs que l'on peut développer une entreprise. Quelle que soit l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, c'est ainsi que ça marche. C'est pourquoi nous le faisons afin de comprendre comment cette dynamique fonctionne et comment nous prévoyons qu'elle fonctionnera au cours des 5 ou 10 prochaines années ou plus. Avec le beau temps que nous avons ici à Toronto, c'est formidable de pouvoir faire cela en personne pour une fois. Nous avons réalisé quelques autres vidéos en interne, mais c'est formidable d'avoir quelque chose sur YouTube que les gens pourront regarder et voir votre visage souriant. Comme je l'ai dit, la plupart des gens préfèrent la version audio lorsque je suis impliqué, mais vous apportez suffisamment d'éléments pour que les gens regardent cette vidéo. L'un de mes moments forts lorsque je suis en Europe à cette époque de l'année ou bien à Londres, c'est de prendre un thé dans un salon de thé quelque part dans Londres. J'espère que nous sortirons cet après-midi et je vous montrerai quelques-uns des meilleurs salons de thé du centre-ville de Toronto. Et nous pourrons en discuter. Il y a beaucoup de bon thé ici. Cela a vraiment évolué. Je pense que vous allez apprécier. J'ai très hâte de m'en rendre compte. Dave, merci de toujours dire oui. On se revoit la prochaine fois au Royaume-Uni. Merci Dave. À bientôt. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.